Je vous remercie d'être venu nombreux aujourd'hui. Nous allons donc poursuivre cette session sclérodermie toutes les deux. Donc, c'est une association finalement qui est de plus en plus fréquente, hein, et l'épidémiologie. Voilà, donc ça arrive souvent en RCP. Donc, on a voulu un petit peu partager notre expérience sur le poumon sclérodermique, de la physiopathologie au traitement avec vous. Donc, moi, je vais parler au départ donc, de la partie, alors du coup, par contre, voilà, dans un petit plan, donc la partie physiopathologie, puis après, je laisserai la plus grosse part à Elodie sur la clinique, les traitements, et puis on rediscutera éventuellement un peu plus ensemble sur les décès thérapeutiques. J'en profite pour vous montrer cette infographie magnifique. Je remercie Wiebke qui est tout en haut là-bas, qui nous a beaucoup aidé pour organiser cette journée aujourd'hui et qui nous a fait donc cette infographie que nous avons également en poster qui résume finalement un petit peu la sclérodermie. Si vous voulez vous la procurer, je pense qu'on peut la commander hein, pour vos services respectifs. Là, je suis en freelance, hein. J'en avais pas parlé avant, mais je pense que c'est une possibilité. Il y en a même pour le lupus, si Christophe pourra montrer ça aussi. Je commence donc à discuter de la physiopathologie en partant en fait du zoom élargi sur la sclérodermie systémique, en vous parlant donc de cette très brièvement de cette publication qu'on a faite avec une énorme participation de Carlo, que je remercie, qui est là aujourd'hui, qui m'a beaucoup appris sur la sclérodermie systémique et qui remet finalement en perspective le fameux trépied que vous avez l'habitude de voir, où on a donc ce fond génétique, ce fond environnemental, éventuellement avec un trigger qui va venir déclencher quelque chose, et puis finalement, ce trépied dont on ne sait pas exactement qui commence entre l'inflammation, la fibrose et la vasculopathie. Dans cet article, on a détaillé un peu plus, si vous voulez aller le regarder plus en détail. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous le présenter en entier, mais chacun des aspects, et on a notamment pas mal détaillé un aspect qui nous intéresse particulièrement au laboratoire avec Cécile, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est l'aspect de la vasculopathie, le rôle de la plaquette et de la cellule endothéliale. Si on rezoome un petit peu cette physiopathologie sur le poumon, qui est un des organes, si vous vous rappelez l'infographie que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, qui peut être touché dans la sclérodermie systémique, finalement, de manière très large, vous allez voir un petit peu plus en détail cette publication toute récente sur les mécanismes moléculaires. C'était un petit peu plus détaillé, mais là, c'est juste pour dire en gros que finalement, entre le poumon normal et le poumon sclérodermique, il y a tout simplement un déséquilibre entre les facteurs antifibrotiques et les facteurs profibrotiques en faveur donc d'une activation des fibroblastes qui passe du statut de fibroblast à myofibroblast avec un dépôt excessif de matrice extracellulaire. J'ai repris cette figure-là comme étant un petit peu le point central. Je trouve qu'elle résume assez bien la physiopathologie au niveau pulmonaire, donc dans la sclérodermie systémique, avec chacun des acteurs. Je ne vais pas détailler dans l'entier finalement le rôle de chacun de ces acteurs, mais pour juste vous donner un petit exemple pour chacun, pour vous dire finalement qu'ils interagissent pour aboutir donc au processus de fibrose. Le premier acteur, c'est vraiment le dommage tissulaire. Il y a quand même un consensus assez fort pour dire que dans la sclérodermie systémique, à part des formes très particulières, notamment juvéniles probablement, il y a un rôle de la génétique qui est probablement un peu moins fort que le rôle de l'environnement. Et donc, cet environnement qui va entraîner donc, des dommages tissulaires. Et dans ces rôles d'environnement, il y a plusieurs facteurs qui ont déjà été évoqués, et notamment le rôle de la silice qui n'a jamais été remis en cause pour l'instant. On voit ici donc sur cette figure donc une expérience où ils ont fait inhaler de la silice à des souris. Et puis, il faut regarder juste le wild type. Là, on voit finalement donc un infiltrat cellulaire important. Sur un trichrome de Masson, on voit qu'il y a des dépôts de collagène importants. Peu importe le reste de la figure, c'était pour tester un oncogène qui finalement favorisait encore plus le dépôt de collagène qui, quand il était inhibé, donc n'était pas là. Et cet oncogène avait été identifié chez des mineurs donc, de mines de charbon. Donc, on sait depuis longtemps que cette sclérodermie, elle est liée à ces dommages et elle peut être liée à ces dommages. En tout cas, on la reconnaît parfois. On reconnaît ces dommages parfois et ça peut donc mener à une reconnaissance en maille fonctionnelle. C'est très important donc d'avoir ça à l'esprit pour pouvoir aider les patients
quand c'est le cas. Alors, on n'identifie pas toujours le trigger et le dommage tissulaire. Je n'ai pas changé le titre sur cette diapo, mais ensuite, ce qui a été vraiment bien identifié au niveau du poumon, ce qui peut paraître finalement pas si logique que ça, c'est que la vasculopathie existe aussi au niveau du poumon et pourrait jouer un rôle important dans le processus de fibrose. Donc, tout est lié, encore une fois, comme on l'a dit sur la physiopathologie générale. Et en fait, donc, il y a très précocement donc, des destructions des capillaires également au niveau pulmonaire avec de l'apoptose endothéliale aussi à ce niveau-là et donc probablement un rôle activateur sur les myofibroblastes pulmonaires également. On a également l'auto-immunité qui jouerait un rôle. Alors, on a vu ce matin dans la partie myosite, finalement, de l'auto-immunité qui jouait un rôle très, très fort, finalement, dans la physiopathologie. Et dans la sclérodermie, on n'en est pas tout à fait à ce point-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même complètement convaincu que, enfin, on ne sait pas exactement le rôle propre de l'anti-SL70 dans la pathologie. Par exemple, l'anti-SL70 ou un autre. En revanche, ce qu'on sait, c'est que malgré tout, il y a des associations phénotypiques qui sont très claires et qui ne sont pas liées au hasard. Alors, il a quand même été remarqué que, donc vous savez que les anti-SL70 sont des anticorps qui sont principalement liés à la forme diffuse de la maladie. Et certains ont dit, oui, mais en fait, ces anti-SL70, ils peuvent parfois également exister avec des formes limitées de la maladie. Certes, mais il a été montré dans cette étude, qui est relativement récente, que chez ces patients, malgré tout, c'était ceux-là, même s'ils avaient finalement un phénotype inversé, c'est-à-dire avec une atteinte cutanée qui était limitée, c'était quand même ceux-là qui avaient l'atteinte pulmonaire associée, vraiment les anti-ACL70. Donc, il y a quand même un rôle propre de cet anti-ACL70, soit de cause ou de conséquence vis-à-vis de la fibrose. L'explication, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc la fibrose, bien sûr, au cœur du processus. Et on a ici donc, des expériences qui ont été menées donc, de single cell analysis sur des explants pulmonaires qui ont montré que dans la cellule propre de la fibrose, donc le fibroblaste, il y avait des différences d'expression de gènes qui étaient majeures entre les sujets sains et les sujets avec sclérodermique avec atteinte fibrosante. Ils ont montré que même dans des phases très précoces, il y avait finalement une présence beaucoup plus importante de phénotypes de myofibroblastes, donc ces fameux fibroblastes qui sont activés. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du fibroblaste lui-même de façon très, très précoce. Vous voyez commencer à se dessiner un petit peu tous les acteurs sur lesquels éventuellement on pourrait jouer si on veut traiter cette fibrose pulmonaire. Et puis nous, il y a vraiment la partie qui nous intéresse beaucoup avec Cécile au laboratoire, c'est cette immunité innée. Et donc, elle a été également étudiée, elle est en cours d'études dans l'atteinte pulmonaire. Et à nouveau, donc, ces manipes, on a pris des explants pulmonaires. Alors, ça va être un petit peu délicat à faire. Je vois Élodie qui me regarde. On ne le fait pas quand même tous les jours avec nos patients sclérodermiques. Donc, ils ont à nouveau fait cette manip et ils ont montré qu'il y avait des modifications épigénétiques importantes chez les patients sclérodermiques au niveau de leur macrophage. Donc, il y a un rôle de l'immunité innée. Donc, vous avez tous les acteurs pour faire la fibrose au niveau pulmonaire et malheureusement, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui non plus de qui commence. Finalement, on en revient un petit peu au trépied que je vous ai montré sur la sclérodermie en général. Toutefois, ça permet, si on remet tout ça un petit peu à plat, de reposer les cellules qui sont importantes, les voies de signalisation, les voies de communication qui sont importantes, et éventuellement de commencer à imaginer des cibles thérapeutiques potentielles. Et c'est là que je passe la main. Alors, donc on va maintenant parler présentation clinique, fonctionnelle et radiologique.
Bon, tout d'abord, si on parle poumon du patient sclérodermique, c'est parce que le fait d'avoir une pneumopathie interstitielle diffuse va gréver le pronostic de ces patients. Et là, dans la grande cohorte USTAR, la PID reste la première cause de mortalité, toutes causes confondues, responsable d'un décès sur 5. Vous voyez ici sur l'histogramme, surtout dans les formes diffuses, mais également dans les formes limitées. Donc, ça va être très important chez ces patients de dépister une pneumopathie interstitielle diffuse lors du diagnostic de sclérodermie avec un bilan pulmonaire initial complet pour chaque patient qui va considérer une recherche de signes fonctionnels respiratoires, des signes physiques respiratoires et puis une exploration fonctionnelle respiratoire qui va pouvoir dépister un trouble ventilatoire restrictif. Bon, pour les internes, la définition d'un trouble ventilatoire restrictif, c'est sur la capacité pulmonaire totale, la CPT, inférieure à 80%. Et puis, une fois qu'on a diagnostiqué le trouble ventilatoire restrictif, on le suit sur la capacité vitale forcée, la CVF. C'est pour ça que sur les essais thérapeutiques dont on va parler ensuite, c'est le critère de jugement principal est très souvent la CVF. Et puis, autre marqueur intéressant, c'est le rapport de Tifno pour vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte obstructive, quoique parfois on a quand même des pathologies respiratoires associées. Et puis la DLCO. La DLCO, c'est un marqueur d'altération des échanges entre l'alvéole et le vaisseau. Et clairement, c'est un paramètre extrêmement sensible et il faudra être prudent chez le patient sclérodermique parce que le tabac va altérer la TLCO, la présence d'une hypertension pulmonaire va également altérer la TLCO. Donc, il ne faudra pas pour vous, et on le verra après dans l'évolution de l'évaluation de la progression, j'ai envie de dire, attribuer à la TLCO une progression directe de la maladie. Et puis l'imagerie, donc qui va être systématique au diagnostic pour dépister des lésions interstitielles, caractériser ces lésions et en évaluer la sévérité. Donc, restons sur la radiologie. Vous nous entendez souvent, nous pneumologues, parler de pattern ou d'aspect. Donc, en fait, c'est un ensemble d'éléments sémiologiques, radiologiques qui vont constituer des aspects radiologiques avec une bonne corrélation anatomopathologique. Sur le pattern radiologique le plus fréquent dans les sclérodermies systémiques, enfin dans les sclérodermies avec atteinte pulmonaire, c'est la NSIP pour pneumopathie interstitielle non spécifique. Ce pattern-là va associer des opacités en verre dépoli, qu'on voit bien par ici par exemple, qui vont prédominer dans les lobes supérieurs, avec une classique mais non constante épargne sous-pleurale. C'est le classique liseré sous-pleural dont parfois vous nous entendez parler. Les réticulations intralobulaires qui sont périphériques à prédominance basale, et puis à un stade fibrosant des bronchectasies de traction. C'est ces bronchectasies de traction qui vont entraîner la diminution de volume pulmonaire qui va se voir sur les explorations fonctionnelles respiratoires sous forme d'un trouble ventilatoire restrictif. Donc l'atteinte fibrosante va se définir par la présence de bronchectasie de traction, la rétraction et la diminution du volume pulmonaire. D'autres aspects radiologiques sont possibles, tels que l'aspect qu'on appelle PIC, PIC-like, pour pneumopathie interstitielle commune. Et là, c'est quand il y a du rayon de miel associé plutôt dans les bases. Alors, est-ce que c'est... Ah oui, et fréquemment, quand même, sur les scanners, on note des dilatations œsophagiennes en lien avec une atteinte digestive de la sclérodermie. Alors finalement, tous ces acronymes, tous ces aspects radiologiques de l'atteinte pulmonaire de la sclérodermie, est-ce que c'est très relevant pour les patients? Dans la sclérodermie, non. Et comme vous le voyez ici dans cette étude qui comporte 362 malades avec des PID idiopathiques ou associés aux connectivites, il n'y avait pas de différence pronostique selon que l'on ait un aspect radiologique de NSIP, donc de pneumopathie interstitielle non spécifique, ou un aspect de pneumopathie interstitielle commune. Donc, à la différence, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde, où c'est vraiment très marquant pour les patients qui ont un aspect de PIC, c'est vraiment fibrose pulmonaire idiopathique-like. Pour la sclérodermie, qu'on ait une NSIP ou une PIC, ça ne fait pas de différence en termes de pronostic. Et c'est pour ça que je ne me suis pas étendue sur le sujet aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué cette pneumopathie interstitielle diffuse, comment on va pouvoir prédire son évolution?
Et bien finalement, quand on regarde les cohortes publiées, on n'a pas énormément de facteurs pour prédire cette évolution. Là, par exemple, sur 826 patients, au bout d'un an, il y en avait 25% qui s'amélioraient, en tout cas sur la CVF, 47% qui se stabilisaient, et puis quand même une proportion importante, autour de 30%, qui va décliner de façon plus ou moins rapide. Et donc, en fait, quand on diagnostique la PID, on peut difficilement dire au patient dans quelle catégorie il va se situer. Donc, il va de toute façon falloir suivre de façon très attentive cette PID. On a quand même quelques facteurs qui ont été identifiés comme associés à la progression. Donc, des facteurs qui sont, j'ai envie de dire, un peu propres à toutes les pneumopathies interstitielles diffuses, l'âge avancé, des télomères courts, une maladie qui va progresser rapidement. Le pattern de pic, ça, il est entre parenthèses, mais en fait, il ne faut pas le retenir. Des bronchiectasies de traction étendues qui finalement témoignent d'une maladie déjà évoluée sur le plan de la fibrose. Et puis, des facteurs de risque un petit peu plus spécifiques de la sclérodermie, le sexe masculin, la forme diffuse, la présence d'un RGO, le fait que l'atteinte respiratoire soit d'emblée grave, le fait que sur le plan fonctionnel et sur le plan radiologique, et la présence d'anti-SCL70 dont vous a parlé Marie-Élise juste avant. Donc, on a quelques facteurs quand même, mais ça ne va pas nous suffire pour prédire cette évolution. Et donc, on va céder des points suivants le diagnostic sur le plan fonctionnel et sur le plan scanographique. Et donc, il y a eu différentes publications, notamment sur l'évaluation de la fibrose au scanner. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit on évalue à l'œil l'extension de la fibrose. Et il y a des scores qui sont validés avec... on prend des coupes qui passent par l'apex, puis la carène, puis les lobes inférieurs, et on quantifie visuellement la fibrose. Et puis maintenant, il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui ont été développés d'ailleurs beaucoup lors de la première vague Covid, et qui en fait sont en train d'être un peu implémentés dans l'évaluation de dans la quantification de la fibrose dans les pneumopathies interstitielles diffuses. Et puis il y a ce fameux score de Go dont vous allez que vous allez voir mentionné notamment dans le PNDS, qui essaie de quantifier donc cette atteinte, moins de 20% de fibrose ou plus de 20% de fibrose, associée à la capacité vitale forcée, et qui quand même a montré que la survie était moins bonne si on avait une maladie dite extensive, donc qui associait plus de 20% de fibrose et une CVF inférieure à 70% versus une maladie limitée. Donc quand même un intérêt au suivi de la fibrose en chiffres, en analyse quantitative. Et puis, autre point important et non invasif, non irradiant, à la différence du scanner, c'est les explorations respiratoires. Il faut quand même aussi en connaître les limites, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, mais ce n'est pas si évident que ça, en fait. Hein. On a des manœuvres à réaliser. Donc, chez un patient qui va très bien, déjà, je vous assure que ce n'est pas si évident que ça. Chez un patient qui est fatigué, qui potentiellement a une anémie, a une atteinte digestive, c'est clairement difficile. Alors, on a les recos, c'est de faire au moins 3 cours d'hélivolume pour en moyenner globalement, mais c'est la raison pour laquelle parfois des petites variations vont être difficiles à interpréter. En tout cas, il faut quand même à un moment mettre des seuils, hein, et donc c'est l'avantage parfois d'avoir des choses un petit peu bornées. On a mis le seuil autour de 5% quand on constate qu'il n'y a pas de progression de la pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, ce 5%, c'est globalement la fluctuation liée aux mesures. En revanche, quand le déclin de la CVF est entre 5 et 9%, là, on regarde ce qui se passe au niveau de la TLCO et on peut se dire quand même ça va pas dans le bon sens, ou on est plutôt rassuré. Et puis là, quand on se retrouve dans un déclin de la CVF qui est supérieur à 10%, d'autant plus quand on a une TLCO qui va dans le même sens, on est sur une progression au moins sur le plan fonctionnel de la fibrose. Donc, une fois le diagnostic réalisé, il y a clairement un suivi clinique des symptômes respiratoires, un suivi fonctionnel avec la CVF, la TLCO, et un suivi radiologique.
On en arrive à l'arsenal thérapeutique 2023. Et là, j'espère ne pas vous perdre. Donc, sur le plan physiopathologique, Marie-Élise vous a montré tout ça. En pneumologie, depuis 3-4 ans, là, il y a une petite révolution, c'est-à-dire que on s'attardait beaucoup à la physiopathologie des maladies qui devenaient in fine fibrosantes. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce à différentes études, notamment une étude que je vais vous présenter sur le nintédanib, qui est un antifibrosant dans les PID progressives, qu'en fait, peut-être qu'il valait mieux considérer le comportement de la maladie plutôt que son étiologie, ce qui est quand même complètement un changement de concept pour nous. Et donc, je vous montre ce schéma qui est paru dans New England en 2020 et qui, pour moi, résume beaucoup de choses sur les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes. Vous avez dans le cercle extérieur la proportion de chaque maladie. Donc, vous voyez ici, par exemple, en vert, la sarcoïdose, qui est une PID fibrosante qui est quand même très commune, enfin très fréquente. Et puis, dans le cercle intérieur, c'est sa propension à progresser sur le plan de la fibrose. Donc, vous voyez que parmi les sarcoïdoses, seulement 13% vont progresser avec de la fibrose. Si à la différence de la sarcoïdose, on prend la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est en bleu ou en violet, là je ne sais pas comment ça sort, et bien vous voyez que donc ça représente 12% des PID fibrosantes. Par contre, elle va progresser dans plus de 80% des cas. C'est une maladie dont la définition est la progression vers la fibrose. Donc, voilà, jusque-là, tout va bien. Et donc, après, on peut regarder d'autres maladies, par exemple les pneumoconioses, l'asbestose par exemple, 5% des PID fibrosantes qui va progresser dans 18% des cas. Et donc, ce potentiel de progression va être très intéressant pour la suite. Si on regarde le groupe qui est ici en jaune des PID associés aux connectivites, donc vous avez par exemple en rouge les PID associés à la polyarthrite rhumatoïde qui représentent 40% de ces PID. Son potentiel de progression, c'est 40%. C'est le cercle qui est à l'intérieur. Si on retourne à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à la sclérodermie, qui est en vert ici, 31% des PID fibrosantes de connectivite, avec une proportion de PID de phénotype progressif autour de 32%. Donc, on a au sein de ce qui correspond aux données de YouStar d'ailleurs, hein, que je vous ai montré juste avant. Donc, on a au sein de ces PID associés à la sclérodermie, des PID qui ne vont pas progresser et d'autres qui vont progresser. Alors, sur le plan thérapeutique, donc, je vais essayer de faire synthétique. Le cyclophosphamide, 2 études, FAST et SLS1, versus placebo pour SLS1, avec une tendance à l'amélioration dans le bras de traitement, mais finalement, ça c'était FAST, pardon, mais tous les patients ne sont pas allés au bout de l'essai. Donc ça, c'était en 2006, et un petit peu, ça date un petit peu. Et si on voit sur ce graphique l'évolution de la CVF, on voit que sous cyclophosphamide, elle est plutôt meilleure. Donc, il y a une différence significative en faveur du cyclophosphamide versus le placebo sur les critères CVF, Rodnan et dyspnée, avec des effets secondaires que vous connaissez, des leucopénie, hématurie, pneumonie. En revanche, ce qui était gênant, c'est qu'il y a une perte du bénéfice du traitement à 12 mois de l'arrêt, ce qui d'ailleurs justifie qu'on mette en place un traitement de relais actuellement pour les patients qu'on traite encore sous cyclophosphamide. Par contre, on peut être étonné dans cet essai par le bras placebo. Je vais beaucoup en parler dans les essais parce que ce bras placebo quand même nous renseigne sur le profil de patient qui est inclus dans les études. On sait que dans les PID, il y a ceux qui vont progresser ou non, et il est important d'essayer d'identifier quelle population de patients va bénéficier le plus des traitements. Et on peut, sur cet essai, s'interroger sur la population inclue. Puis l'essai SLS2 dont Esti a parlé, qui était MMF versus cyclophosphamide oral, ce qui n'est pas tout à fait notre habitude, un essai contrôlé randomisé en double aveugle pour des sclérodermies qui étaient assez récentes, avec une PID au scanner, une CVF supérieure à 45, une TLCO supérieure à 40%. Et là, c'est la démonstration de la non-infériorité du MMF, ce qui a justifié la position quand même très haute du MMF dans la stratégie thérapeutique.
Le rituximab, il y a cet essai qui est un essai randomisé en ouvert, cyclophosphamide versus rituximab, avec en entretien soit du MMF, soit de l'azatioprine pour le bras cyclophosphamide, soit du Ritux à M6. Là, on est dans la population de patients qui ont une sclérodermie diffuse avec une CVF supérieure à 45%, avec comme critère de jugement principal la modification de la CVF en pourcentage à S24. Et on voit quand même dans les résultats, dans un tout petit effectif, 30 patients dans chaque bras, c'est quand même pas très suffisant pour étendre complètement les résultats de cette étude. On voit qu'on avait plutôt des signaux encourageants plus qu'une différence significative de la CVF dans le mieux entre baseline et 6 mois, ce qui n'était pas le cas pour le groupe cyclophosphamide. Donc des résultats encourageants, mais des effectifs insuffisants et un essai en ouvert. Puis on a eu cet essai-là, une étude japonaise randomisée contrôlée versus placebo, dont le critère de jugement principal n'était pas respiratoire, c'était le rhodement. Le critère de jugement secondaire était la CVF, 56 patients. On avait une diminution significative du rhodement dans le groupe Ritux. Tous les patients n'avaient pas de pneumopathie interstitielle diffuse. Ceux qui en avaient une ont retrouvé une amélioration de la CVF. Donc, on était quand même assez believer dans le Ritux, mais la CVF était encore en critère de jugement secondaire. Et puis, il y a l'essai récital qu'Esti vous a présenté pour la sclérodermie, qui est une étude de phase 2B, Ritux versus cyclophosphamide, dans les pics de connectivite. Alors, on en discutait en aparté quand même, il est maintenant assez peu fréquent qu'on propose du rituximab en première ligne. En tout cas, est-ce que vraiment il est pertinent de faire en face-to-face Ritux et en endoxant? Je ne sais pas, en 2023, probablement que non. En tout cas, c'était un essai de supériorité et l'essai est négatif avec quand même un profil de tolérance qui était plutôt bon pour le rituximab. Donc, là aussi, en fait, c'est un petit peu décevant parce que on attend des choses de cette molécule. On a quand même des signaux encourageants d'efficacité, mais on a du mal à identifier le bon profil de patients qui bénéficieraient de ce traitement. En tout cas, Récital n'a pas permis de répondre à cette question. Puis l'essai tocilizumab et surtout l'essai Focus, là aussi Esti en a parlé, c'est quand même des sclérodermies qui sont de diagnostic récent, très inflammatoires. Il y avait des marqueurs inflammatoires qui étaient dans les critères d'inclusion. L'atteinte pulmonaire, en revanche, n'était pas un critère d'inclusion. Quand elle était présente, il fallait qu'elle ne soit pas trop sévère, CVF supérieure à 55%. Et donc, le critère de jugement principal qui était l'atteinte cutanée, l'objectif n'a donc pas été atteint. Critère de jugement secondaire, là, effectivement, là aussi, on était enthousiasmés en tant que pneumologue, mais faut-il regarder le critère de jugement secondaire si le primaire n'est pas atteint? Et effectivement, des données en ouvert qui sont intéressantes. En tout cas, c'est une molécule qui est approuvée aux États-Unis. Mais on en reparlera. Je vous disais que c'était intéressant de regarder le groupe placebo pour se rendre compte un peu de quel profil de patients on incluait dans ces essais. Dans l'essai Focus, le déclin de la CVF dans le groupe placebo était de 255 millilitres. C'est énorme, en fait. C'est pas très loin de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis un mot sur l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et l'essai Scott, qui concernait les sclérodermies diffuses avec atteinte rénale et pulmonaire. Donc, c'était comparaison autogreffe versus cyclophosphamide à M54. Le critère de jugement principal était un score composite, ce qui, en tant que pneumologue, brouille un petit peu les pistes. En tout cas, il y a probablement des patients qui bénéficient de l'autogreffe avec une amélioration de la CVF pour 36% des patients versus 23% dans le groupe cyclophosphamide. Mais probablement des patients à bien sélectionner qui ont des sclérodermies très précoces et très évolutives. Et puis, on en arrive maintenant à l'autre versant thérapeutique qui est les antifibrosants et le nintédanib. Le nintédanib, c'est un inhibiteur des tyrosine kinase qui est utilisé dans la fibrose pulmonaire idiopathique depuis la MM, c'est 2015, et dont les principales études ont montré un ralentissement du déclin de la capacité vitale forcée, donc dans la FPI. Donc là, l'étude concerne les patients atteints de sclérodermie avec des premiers symptômes hors rénaux
qui datait de moins de 7 ans, avec plus de 10% de lésions fibrosantes au scanner, une CVF supérieure à 40, une TLCO supérieure à 30. Ils étaient randomisés versus placebo et le critère de jugement principal était la capacité vitale forcée en millilitres à S52. Les patients qui avaient une hypertension pulmonaire étaient exclus. Les traitements autorisés étaient les corticoïdes quand ils n'étaient pas supérieurs à 10 mg et le MMF. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un ralentissement du déclin de la CVF chez les patients traités par nintédanib versus placebo, avec une réduction relative de 44%. Et si on regarde un peu la caractéristique des patients, on avait pour la majorité des sclérodermies cutanées diffuses, une CVF autour de 72%, des anti-SCL 70 et on avait 48% de patients qui recevaient du MMF. Juste à titre de comparaison, parce que c'est important d'avoir un peu en tête les choses, Impulsis, donc qui est l'essai fibrose pulmonaire idiopathique, et SEN6, vous voyez que les déclins de CVF n'ont rien à voir, notamment dans le bras placebo, quoi. Hein, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes maladies, mais force est de constater que la réduction relative était relativement similaire. Et donc là, c'est aussi pour vous remontrer l'essai Focus, moins 250 millilitres de CVF dans le bras placebo, 93 dans l'étude SEN6, quoi. Donc c'est quand même vraiment pas tout à fait les mêmes patients. Et puis, on pouvait s'interroger sur qu'est-ce qui se passe au MMF, est-ce qu'on fait mieux, on fait moins bien? Finalement, il n'y a pas vraiment de différence selon les patients qui prenaient du MMF associé au nintédanib. Ça ne fait pas mieux, ça ne fait pas moins bien, a priori. À confirmer tout ça. Qu'en est-il des effets secondaires? Puisque le nintédanib, dans les essais FPI, on avait quand même 65% de diarrhée, alors qui était le plus souvent géré par des traitements symptomatiques, mais parfois qui motivaient des arrêts de traitement. Donc, chez les patients sclérodermiques avec potentiellement des atteintes digestives et potentiellement pas tout à fait le même terrain que la FPI. La FPI, c'est l'homme de plus de 60 ans bon vivant. La sclérodermie, c'est plutôt la femme et généralement pas un grand poids compte tenu de l'atteinte digestive. Alors, la diarrhée était plus fréquente que dans les essais FPI. 75% des patients avaient des effets secondaires de type diarrhée et nausée. Perte de poids, 12% versus 4%. Arrêt de traitement, 16%, c'est quand même pas rien. Et moi, ce que je trouve assez relevant, et c'est ce qu'on constate quand même dans la pratique clinique, c'est que quand il y a perte de poids, c'est pas 500 grammes. Quand il y a perte de poids, c'est beaucoup plus important que ça. Et là, on le voit sur cette sous-analyse de SEN6. En moyenne, c'était dans le bras nintédanib, 3,2 kg versus 0,25 kg dans le bras placebo. Donc, attention chez les patients qu'on traite par nintédanib au poids. Et puis, ce papier qui est paru là très récemment, qui est aussi une sous-étude de SEN6, l'idée étant, qu'en est-il des patients qui ont des sclérodermies très récentes, inflammatoires? Est-ce que finalement les antifibrosants qu'on imagine plutôt dans l'histoire naturelle de la PID fibrosante de la sclérodermie arrivaient un petit peu tardivement dans l'aspect fibrose? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à les mettre quand ils sont inflammatoires? En tout cas, il y a une différence qui semble être de plus de 110 millilitres, ce qui est important pour les patients qui ont une sclérodermie diffuse avec des sclérodermies de moins de 18 mois. Donc après, là, c'est 16 patients et 13 patients, hein, donc c'est quand même... voilà, mais bon, peut-être qu'en fait, il faut peut-être mettre l'antifibrosant un petit peu plus précocement que ce qu'on ne le fait actuellement, c'est à voir. Et il était difficile de ne pas vous parler d'INBID, qui est une autre étude avec le nintédanib, cette fois-ci dans les PID fibrosantes progressives, donc c'est-à-dire on prend le comportement d'une maladie qui évolue vers la fibrose, quelle que soit son étiologie. Et donc là, il y avait donc des critères de progression dont on va rediscuter, qui est un déclin relatif de la capacité vitale de plus de 10%, on avait discuté de cette fourchette, ou entre 5 et 10 associés à une majoration des symptômes ou une extension de la fibrose au scanner, ou quand il y a symptômes et extension de la fibrose au scanner. Là, il y avait quand même des traitements non autorisés, notamment le MMF et le tacrolimus et le Ritux.
Le critère de jugement principal était toujours la CVF à S52. C'était stratifié selon le pattern radiologique quand même. Et on avait un petit peu de patients atteints de sclérodermie, 23 et 16. Et là aussi, c'était en faveur du nintédanib. Alors, il n'y a pas que le nintédanib comme antifibrosant, il y a aussi la pyrphénidone, qui a elle aussi la MM dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, il était logique de regarder ce qui se passait avec cette molécule. Donc, il y a eu une étude RELIEF dans les PID progressives autres que la FPI, qui a été arrêtée pour cause de futilité. Il y avait 30 patients atteints de sclérodermie. Et puis, il y a SLS3 qui évalue l'association pyrphénidone et MMF chez des patients qui ont une PID liée à une sclérodermie. Le critère primaire, c'est la CVF en pourcentage à M18. On n'a pas encore les résultats de cette étude. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a comme arme en 2023 pour les PID associés à la sclérodermie? On a quand même plus d'armes dans le côté inflammation, auto-immunité, avec le cyclophosphamide, le MMF, le Ritux, le tocilizumab, avec des études qui ne sont pas toujours extrêmement convaincantes, qui considèrent des profils de patients potentiellement différents. Donc, il n'est pas très difficile de comparer ces molécules les unes avec les autres. Et puis, sur l'aspect fibrose, on a quand même le nintédanib avec un niveau de preuve important. Et puis, heureusement, on a des perspectives. Je laisserai Marie-Élise parler des perspectives sur l'aspect inflammation, auto-immunité. Sur l'aspect fibrose, il y a d'autres antifibrosants qui arrivent, avec notamment un inhibiteur de phosphodiesterase 4. Il s'est laissé Fibronir, qu'on a ouvert en pneumo. Alors, je pense que cet essai-là, pour l'instant, donc il y a deux études. Il y a une étude dans la FPI, il y a une étude dans les PID progressives. Peut-être que sur ce volet-là, il y aura peu de sclérodermie puisque le TOCI, le MMF, le Ritux sont interdits. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas l'heure des pics de sclérodermie, mais il est probable qu'on en parle quand même dans les mois à venir. Les résultats sont extrêmement prometteurs sur la phase 2 puisqu'on n'est plus sur un ralentissement du déclin, mais sur un arrêt de la progression. Donc, ce serait quand même très intéressant. Et puis, bien sûr, maintenant qu'on a ces molécules, il faut qu'on essaie de savoir comment les placer. Et là, c'est clairement le plus difficile. Donc, il y a beaucoup de consensus d'experts, ou en tout cas d'avis d'experts publiés. Celui-ci est parmi les derniers. Et là, en fait, c'est extrêmement difficile parce que, comme on l'a vu, les profils de patients sont différents. Donc là, vous voyez, c'est le MMF qui est proposé. Le nintédanib est proposé assez tôt. Bon, on attend avec impatience les nouvelles recommandations. En tout cas, sur le PNDS, tel qu'il est actuellement fait et révisé quand même très récemment, quand il y a une PID nouvellement diagnostiquée au scanner, soit elle est limitée selon le score de Gauss, c'est-à-dire moins de 20%, une CVF supérieure à 70% et à faible risque de progression parce qu'on n'a pas des anti-SCL 70 par exemple, et on a 2 points qui disent que ça ne bouge pas. Et dans ces cas-là, on reste dans une dynamique de surveillance. Si on a des critères de progression clinique, fonctionnelle ou scanographique, là, on en discute en staff. Si en revanche, on a une PID d'emblée étendue à haut risque de progression, d'emblée, on retient facilement une indication thérapeutique, toujours à discuter en RCP, et quand même, on a la chance d'avoir une RCP à Bordeaux qui est dédiée sur les patients atteints de sclérodermie, ce qui permet de choisir le meilleur traitement en fonction des autres atteintes et qui permettra de soulager au mieux le patient. Et là, en fait, effectivement, le MMF est souvent positionné en 1, mais il est probable que sur des patients diagnostiqués récemment très inflammatoires, il y ait une place, par exemple, pour le tocilizumab. Le nintédanib, peut-être qu'il faut l'associer plus souvent. En tout cas, je pense qu'on le fait un petit peu plus souvent maintenant. Et puis, une fois qu'on a instauré un traitement, il faut savoir le réévaluer au moins à 6 mois et en déterminer l'efficacité, mais aussi la tolérance. Et puis, bien sûr, envisager si la PID progresse de façon inéluctable la transplantation pulmonaire qui, effectivement, a des résultats qui restent assez superposables à ceux des autres PID en l'absence d'atteintes graves extra-respiratoires. Donc, pour conclure, une fois qu'on a fait le diagnostic d'une sclérodermie, on doit dépister absolument l'existence d'une pulmopathie interstitielle diffuse. Si elle n'existe pas, il faut renouveler ce dépistage au cours du suivi.
Pour ce qui est du moment de l'introduction des traitements de cette PID, je pense qu'ils sont quand même un petit peu mieux définis maintenant avec ces scores. En tout cas, les PID étendus à haut risque de progression ou progressive, il faut les traiter, ça maintenant, il n'y a pas de doute. L'arsenal thérapeutique, il est de plus en plus vaste, mais en fait, le positionnement des différentes molécules est un petit peu difficile. C'est tout l'intérêt des RCP. Et puis, là, j'en ai pas parlé faute de temps, mais il ne faut pas du tout négliger la prise en charge non spécifique, c'est-à-dire que c'est parfois des patients qui vont se déconditionner à l'effort, qui vont avoir des symptômes tels que la dyspnée, sur lesquels nos traitements vont quand même rarement faire quelque chose, alors que la réhabilitation respiratoire va vraiment aider. Et puis l'aspect nutritionnel, la correction d'une anémie, le sevrage du tabac, la prévention des infections respiratoires par la vaccination, la gestion des atteintes digestives. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire que le traitement spécifique. Et puis, on va parler des essais cliniques aussi, puisque c'est les perspectives à venir. Voilà, merci. Est-ce que la composition cellulaire du LDA peut vous aider dans le choix de la thérapie? Eh bien non, c'est une excellente question, parce que clairement, on sait que le pattern de NSIP, en tout cas dans sa forme non fibrosante, est plus souvent associé à la présence de lymphocytes. Est-ce que finalement le fait d'avoir plus de lymphocytes dans une NSIP ou dans un lavage va induire une meilleure réponse au traitement? Ça, c'est pas du tout sûr. En tout cas, c'est les données prédictives de la cellularité du lavage pour la réponse au traitement ne sont pas suffisamment robustes pour qu'on décide de la molécule en fonction de la cellularité du LBC. En tout cas, probablement que... je ne sais pas si le fait d'avoir plus de lymphocytes traduit d'une phase différente de la maladie. En fait, c'est finalement ça l'hypothèse qu'on ferait si on adaptait le traitement à la cellularité du LBA. Si on dit on est dans une phase inflammatoire, il est peut-être plus rentable ou plus intéressant pour le patient de lui mettre un immunosuppresseur. En tout cas, pour l'instant, c'est pas démontré. Dans les études qu'on a vues, notamment Focus, par exemple, tous les patients avaient des petites années au démarrage et puis à 1 an. En revanche, ils n'avaient pas un LDA au démarrage et à 1 an. Donc, on n'a pas, dans ces études-là, on n'a pas le matériel pour savoir s'il y avait des marqueurs qui étaient vraiment qualifiés de réponse. Donc, il y a plein de papiers ancillaires qui vont sortir sur les petites années, mais il y a 6 moments pour faire ces éléments-là pour vraiment répondre à cette question, parce qu'à mon avis, elle n'est pas vraie. Et en tout cas, je pense aussi, surtout pour les jeunes, si on parle de majoration des symptômes respiratoires chez un patient sous immunosuppresseur, d'altération de la TLCO, il faut quand même penser à l'injection. C'est un immunodéprimé, quoi. Et donc, la fibro-LBA a toute sa place pour éliminer une pneumocystose parce qu'on a oublié de mettre le Bactrim. Voilà, donc là, on a beaucoup centré sur les critères de progression, mais avant tout, c'est l'exclusion d'autres diagnostics qui pourraient expliquer l'aggravation respiratoire. Pour revenir sur la question de on est extrêmement grossier dans le rendu du résultat du LBA, c'est-à-dire que vous avez 4 et 8 et double négatif, très schématiquement, et sur ces 4, je pense qu'il y a la place de faire beaucoup mieux. Et donc, dans le cas d'études, je pense qu'il y aura une différence entre prédominance THJCR, prédominance TH2, je ne sais pas, mais il faut des différences. On sait qu'on avait fait juste deux LPA avec l'adrénaline. On est allé jusqu'au phénotypage des ILC. Donc, dans les LPA, il y a tout ce type de cellules. Donc, on peut vraiment aller assez loin, finalement, sur la caractérisation de ces LPA. C'est prévu dans la cohorte des réseaux qu'on peut les prélever. On peut garder une partie du LPA s'il est indiqué cliniquement, mais pour l'instant, on ne fait pas au titre de la recherche de manière systématique. C'est vrai que si on déterminait que pour la prise en charge thérapeutique, ça pouvait avoir un intérêt, on le ferait beaucoup plus fréquemment. Exactement, c'est parfait avant toute décision thérapeutique. Je pense que c'est probablement là, possiblement là, en supposant que le LPA soit au courant de ce que l'urine est au courant.
une espèce d'image miroir de ce qui se passe avec le moléculaire. Et c'est possiblement là que se trouve la réponse à la disparité d'évolution et de perte de capacité pulmonaire. En fait. Parce que, en fonction du profil, beaucoup plus inflammatoire, plutôt fibrosant, enfin, je ne sais pas, c'est l'idée que j'en ai. Également les CD8, l'intérêt d'atome. Je ne sais pas, mais il y a vraiment la place, à mon avis, de faire un panel à 12 couleurs ou plus, pour être extrêmement, enfin, beaucoup plus précis. C'est KT8, il n'y a rien, quoi. Si, peu, il n'y a pas beaucoup. Quoi. Voilà, il y a la place pour faire mieux. Il y a un certain nombre de publications qui sont notamment qui est l'association entre les incidents en CSSA en décalé et la vie dans la sérographie dans les de l'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une explication de pathologie? Alors, c'est énormément de problèmes. Oui, tout à fait. Alors, on l'a vu, les anti-SSA sont associés à des profils particuliers de ces maladies. On l'a montré, nous, par rapport au cancer, comme vous l'avez cité tout à l'heure. C'est des patients dont il faut se méfier. En revanche, ce qu'on a vu aussi, et ce qu'on voit dans ce type de papier, c'est que c'est souvent c'est rarement des SSA seuls. Ils sont souvent en association avec les autres anticorps. Donc, ils ne font pas en analyse ensuite avec la pondération du rôle de chacun par rapport au SSI qui ne font quand même pas le poids. En fait, c'est comme les SSI, ça, c'est pas lié au hasard, mais pour des conséquences. Question biologique de nos internes, lorsqu'on met du méthotrexate sur une sclérose systémique particulière, qui délivre. Alors quand même, les pneumologues se sont beaucoup détendus sur le méthotrexate. Elle est détendue. C'est assez récent, effectivement. Et quand même, c'est vrai que la démonstration de quand même la rareté d'une PID chronique liée au méthotrexate, et c'est quand même plutôt pour les internes des pneumopathies immunoallergiques en fait, qui surviennent dans les mois de l'introduction. Et finalement, des démonstrations de PID associées au méthotrexate qui étaient en fait des PID déjà existantes en lien avec une éventuelle polyarthrite rhumatoïde par exemple, et même peut-être un facteur protecteur du méthotrexate dans la PID PDR en tout cas, font que nous ne contre-indiquons plus la prescription de méthotrexate. En tout cas, quand même, voilà, mais ça, vous savez aussi bien que nous, quand on a une PID avec un retentissement déjà important, on donne quand même un warning quand la TLCO est inférieure à 40% par exemple, en se disant que si une PID immunoallergique survient, ça ne va pas bien se passer globalement. Mais en tout cas, l'existence d'une PID ne contre-indique pas l'introduction de méthotrexate. C'est bien de le faire préciser. C'est juste que si la PID est au premier plan, le méthotrexate ne sera pas le meilleur. Ah non, par contre, ce ne sera pas un traitement de la PID, ça c'est clair. Et dans le tunnel de cette outil, le faisant partie des médecins sur les pneumopathies allergiques en vue, y compris très prématurées, quand vous dites la dernière, alors qu'on n'a jamais utilisé le camp de méthotrexate, parce que c'est beaucoup de situations, parce que vous envoyez toujours, et vous pouvez imaginer finalement comme alors, en tout cas, effectivement, moi j'en ai vu peu des vrais immunoallergiques qui se comptent sur les doigts de main, vraiment avec un mécanisme très identifié, un LBA qui nous montre quand même une formule associée. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas ou peu. Je n'ai aucune idée là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec votre constatation. En tout cas, il y a eu un warning extrêmement fort, probablement excessif. Il faut absolument corriger maintenant pour vous faire. Est-ce que vous avez une idée du mécanisme de la perte de poids importante aux antifibrosants?
Non? Non, pas directement. Moi, je n'ai pas compris ça. J'avais le souvenir. Ça tient pas que sur un fil comme ça, quand même. J'avais le souvenir que les gastro-entérologues avaient émis des hypothèses. On avait parlé avec Marie, c'est pas le cas, visiblement. Donc, Ouais, mais c'est vraiment son mémoire. c'est possible. Mais non, c'est pas du tout élucidé. Et en tout cas, c'est vraiment une constatation qui n'est pas propre à la sclérodermie. Hein. Non, moi j'ai des patients. Moi j'ai des patients que je suis pour une ectomie qui n'ont pas de diarrhée d'ailleurs, hein, qui n'ont pas de diarrhée, qui n'ont pas de nausée, qui tolèrent globalement bien, mais qui par contre perdent du poids. Moi j'ai arrêté une intédanib il y a 2 semaines pour un monsieur qui a perdu 8 kilos en 3 mois. Bon, il n'a pas de diarrhée en fait. Donc après, il n'est pas exclu que je lui trouve un petit cancer quelque part quand même, mais bon. Pas d'anorexie. Ah non plus. Donc effectivement, c'est pas du tout clair cette histoire. En tout cas, j'ai de patients sclérodermiques. Notre expérience d'une intédanib est dans 100% des cas associée à des troubles digestifs. On est quand même gêné par cet aspect-là. En 2 mots pour les perspectives, là, dont on a parlé déjà pas mal, Élodie, sur 3 aspects. Une nouvelle molécule pour l'essai Prometheus qui est donc une cible TL1A, qui est une cytokine, qui a été candidate dans les Mickey, candidate qui va probablement être couronnée de succès, puisque les résultats ont l'air extrêmement prometteurs, sans mauvais jeu de mots. Et donc, avec un constat dans les Mickey d'une amélioration de l'inflammation, mais aussi de la fibrose post-inflammatoire. Donc, ils ont eu comme ça l'idée de faire un essai dans la sclérodermie systémique. Et les premières phases ont été extrêmement concluantes. Donc, c'est un essai qui pourrait être relativement encourageant. Donc, on a l'essai ouvert dans le service. Un repositionnement, donc une étude normalement à venir. Field, c'est cibler la voie donc JAK-STAT pour l'aspect, vous avez déjà maintenant pas mal le contexte avec à la fois l'aspect donc interféron et IL-6 qui pourraient jouer un rôle tous les deux donc dans cette fibrose pulmonaire. Et donc là, l'essai, il est un petit peu comme récital, c'est un essai panier, a dit Alain ce matin, basket réal, donc avec la pile de connectivité, et donc normalement qui ouvrira, j'espère, un service. Thomas baisse la tête, grâce à lui, je tiens le coup, mais les contraintes réglementaires sont extrêmement compliquées à surmonter. Et puis un essai auquel on devrait participer normalement avec Esti, Élodie et nous, qui est Ever ISD 3, qui est en fait un PHRC mené par des pneumologues, une association normalement avec pneumatologues et internistes, pour essayer de faire un truc de grande ampleur. Vous avez vu que le problème des essais qui sont menés jusque-là, à part Sensis, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a réussi à passer la barre, c'est qu'en fait, finalement pas si grande ambition, assez peu de patients, et finalement on n'arrive pas à répondre à la question, donc on pose une question intéressante puis on n'arrive pas à y répondre. Donc là, ils essayent de mettre tout le monde dans la barque. J'espère que ça va marcher. Dans la sclérodermie, c'est pas très souvent qu'on arrive tous à s'entendre. Donc, j'espère vraiment, parce que ça va répondre à une question qui, pour le coup, est vraiment celle qu'on se pose actuellement. C'est-à-dire, c'est des patients qui vont être traités par MMF, qui est maintenant le traitement qu'on met quasiment en première ligne sur les PID de sclérodermie. En Oxan, la question ne se pose plus. Donc, répondre à une question en Oxan versus Cetux, c'est plus du tout d'actualité. En revanche, là, on met les patients sous MMF. Et la question, ça va être, est-ce qu'on leur met du Ritux ou pas en plus, en quelque sorte, en induction? Et là, c'est vraiment la question qu'on se pose régulièrement en RCP. Et donc, c'est vraiment la question que va soulever ce PHRC. Donc, je pense qu'on aura des réponses, j'espère, si on participe tous bien à cette étude.